Merci. Test. Vous m'entendez ? Ok. Alors bonjour, aujourd'hui c'est vendredi, et le vendredi c'est n'importe qui. On peut pas dire que je sois tout à fait n'importe qui, puisque je suis le cul de Monsieur Pomme de Terre. Monsieur Pomme de Terre qui était testeur au magazine Joystick entre 1965 et 1972, donc principalement sous Giscard d'Estaing, vraiment au tout début du jeu vidéo. Et je suis très content parce que je vais pouvoir vous parler. Monsieur Pomme de Terre, lui, n'a plus grand chose à dire parce qu'il est vieux maintenant et le temps est passé. Mais au fur et à mesure, moi, son cul, j'ai acquis une certaine sagesse et j'ai bien des choses à dire sur le jeu vidéo. Principalement sur le jeu vidéo français, car je suis un cul. Alors, le sommaire d'aujourd'hui, c'est la critique du jeu Virtua Tennis 2009, comme le temps passe, Pixar et les sorties manga, animés, ça va être super. Mais on va commencer par les news qui seront encore plus super. Prout. I know it's supposed to be simple. Good versus evil, right? City of Heroes, le MMO de NCSoft, inspiré de l'univers des comics, va bientôt accueillir sa première grosse extension nommée Going Rogue. Cet add-on introduira comme principale innovation un système d'alignement permettant aux joueurs de changer de camp au fil du jeu. Les héros pourront donc devenir des super-vilains et inversement. Pour le moment, on ne sait pas trop si ce changement progressif d'orientation sera définitif ou s'il sera toujours possible de retourner sa veste pour défendre les honnêtes citoyens ou accessoirement les brûler. Deux nouveaux personnages seront proposés aux joueurs, Maelstrom, passé du camp des gentils à celui des méchants, et Desdemona, qui a fait le chemin inverse. NCSoft s'est pour le moment contenté d'annoncer l'extension sans donner de date de sortie. On ne sait pas non plus quelles autres nouveautés seront présentes dans cet add-on, mais de nouvelles infos ne seraient tardées. Paradise. Looks can be deceiving. My power, like my empire, knows no bounds. Prepare my troops for assault. Décidément, Dragon Ball a beau fêter cette année ses 25 ans d'existence, la série n'en demeure pas moins une source d'inspiration inépuisable pour les développeurs japonais. L'avantage, c'est que ces derniers ont depuis longtemps intégré le fait que l'Europe était une source de revenus non négligeable pour tout ce qui tourne autour de la saga de Toriyama. C'est donc sans grande surprise que Namco Bandai Games annonce l'arrivée prochainement de 3 nouveaux jeux tirés de l'univers Dragon Ball. Toutes les consoles ou presque seront servies, et elles le seront en même temps d'ailleurs, puisque les 3 dates de sortie sont calées à l'automne 2009. La DS accueillera Dragon Ball Z Attack of the Saiyans, un RPG développé par Monolith Software, dont l'histoire débute après le 23e tournoi des arts martiaux. Visiblement, le scénario intégrera des séquences bien connues des fans de la série, mais proposera aussi toute une autre partie inédite, histoire certainement de rallonger la durée de vie du jeu. Les possesseurs de Wii auront droit quant à eux à Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Cette fois-ci, on délaisse la saga Z pour revenir sur les premières aventures de Goku, enfant. Le jeu couvrira notamment les batailles contre l'armée du ruban rouge, puis contre l'infâme Piccolo. Ce Dragon Ball sera un jeu mêlant des phases d'action, de combat et même de plateforme. Enfin, le moins original des 3 demeure Dragon Ball Raging Blast, prévu sur Xbox 360 et PS3. Il s'agit d'un jeu de baston en one-to-one très classique. On espère juste qu'il sera bien plus intéressant que le médiocre Burst Limit. Power will be unrivaled. Exclusivité Wii, Spyborgs est le premier projet développé par le tout nouveau studio Bionic Games, ouvert récemment par Capcom. Celui-ci se compose notamment d'anciens membres d'Insomniac Games et de High Impact Studio, qui se sont tous les deux illustrés sur la série Ratchet & Clank. Spyborgs est un jeu d'action au style visuel très cartoon qui proposera aux joueurs d'incarner 3 robots aux capacités radicalement différentes. Certains auront la possibilité d'utiliser des armes blanches, d'autres des armes à feu, etc. Évidemment, le joueur devra switcher entre les personnages en fonction des situations qui lui seront proposées dans chaque tableau. Mais tout l'intérêt du jeu pourrait résider dans le mode multi qui donnera l'occasion à 2 joueurs de faire l'aventure en coop. Il faudra alors s'allier afin d'exploiter au mieux les spécificités de chaque robot. And take control of the world's greatest cybernetic assault team.
Et maintenant, tout de suite, la critique d'un jeu qui m'excite énormément, puisque c'est Virtua Tennis 2009, et en tant que cul, je pratique pas mal le tennis. Virtua Tennis. À la simple évocation de ce nom, des dizaines de joueurs ont déjà tourné la tête vers leur télévision en délaissant temporairement l'activité qu'ils menaient jusque-là en parallèle. Virtua Tennis fait en effet partie de ces séries qui ont marqué leur époque. Dès l'an 2000, date de sa première apparition sur Dreamcast, elle a immédiatement réussi à transcender les clivages qui opposent habituellement les fans de jeux de sport et les autres gamers. Doté d'un gameplay à la fois accessible et technique, de graphismes de haute volée, soignés jusque dans les moindres bruitages, les 3 premiers épisodes, adaptés de la version arcade, ont remporté tous les suffrages. Le travail fourni par les créateurs de la série, Sega AM3, fut salué unanimement à la sortie de chaque épisode. Seulement voilà, Sega a délibérément choisi de donner une nouvelle orientation à sa série. Premier choix, et non des moindres, confier le développement de Virtua Tennis 2009 à la firme britannique Sumo Digital, qui s'était déjà occupée de la version Xbox 360 de Virtua Tennis 3. Celle-là même qui, de manière assez curieuse, ne proposait pas de mode d'affichage en 1080p, contrairement à ce dont disposait la version PS3. Second choix particulièrement critiquable, le fait de baptiser ce jeu Virtua Tennis 2009. Sur le fond, on se moque de savoir si c'est le 4e ou le 20e épisode. Non, ce qui est gênant, c'est que cette nouvelle dénomination semble suggérer une nouvelle approche calquée sur la politique d'eSports, visant à produire un nouvel épisode tous les ans. Pourquoi accoler au nom de ce nouveau Virtua Tennis une date, si ce n'est pour le différencier des volets 2010 et 2011 qui pourraient voir le jour dans un futur proche? Bref, les a priori étaient assez nombreux au moment de prendre la manette et de commencer à fouler les cours de ce nouveau Virtua Tennis. Malheureusement, après plusieurs heures de jeu, les craintes que l'on nourrissait étaient en réalité plus que fondées. Service Nadal. Chez Sumo Digital, on n'est pas fou. Si certains détails importants ont changé, on le verra plus tard, le concept de ce VT 2009 reste lui globalement similaire à celui des autres volets de la série. L'objectif des développeurs était clairement d'inscrire le jeu dans la lignée des 3 premiers épisodes. On retrouve donc, en termes de contenu, ce que les habitués de la série connaissent bien, à commencer par les joueurs sous licence. La liste a bien sûr été réactualisée depuis VT3. Certains tennismen du type Henman ou Grosjean ont laissé leur place à Djokovic ou encore Murray. On a donc en tout une vingtaine de professionnels, tous très connus, de Nadal à Federer chez les hommes, en passant par Ivanovic ou Sharapova chez les femmes. Au niveau des modes de jeu, on est également en terrain connu. Match exhibition ou tournoi, offline ou online, mais surtout le fameux Tour mondial, célèbre depuis le premier épisode de la série. Comme d'habitude, on commence par créer son avatar de la tête aux pieds. Premier choc visuel, les visages sont laids, mais alors laids! Comble du bonheur, quoi que l'on fasse, les personnages créés se ressemblent tous. Les options de customisation sont en effet très limitées. Une fois lancé dans l'aventure, on retrouve le cocktail habituel composé de tournois, de matchs d'entraînement et de mini-jeux en pagaille. De ce côté-là, on ne peut d'ailleurs pas reprocher à Sumo Digital de ne pas avoir fait preuve d'imagination tant ces mini-jeux sont variés. Le mode Tour mondial se décompose désormais en 2 étapes bien distinctes. Une première qui nous demande d'évoluer au milieu d'amateurs, puis une seconde qui nous plonge dans le monde impitoyable du tennis professionnel. À chaque fois, il faudra progresser au classement, en partant des bas-fonds pour parvenir jusqu'au sommet. Si la progression était déjà lente à l'origine, il faudra s'armer de patience pour arriver au bout du mode carrière de ce Virtua Tennis 2009. La phase amateur est d'ailleurs beaucoup trop longue, notamment parce que le niveau des adversaires est ridicule. Donc on s'ennuie ferme pendant une bonne partie de ce mode Tour mondial. D'autant que la personnalisation de son style de jeu est moins intéressante que dans VT3, les caractéristiques à faire augmenter étant tout simplement moins nombreuses. Du coup, nos tennismen sont plus stéréotypés qu'auparavant. En termes de gameplay, Virtua Tennis 2009 se pose comme un héritier des premiers épisodes. La volonté de Sumo Digital est donc claire, proposer à nouveau un système de jeu permettant une prise en main rapide, mais réclamant aussi une implication importante de la part du joueur pour être maîtrisé. On retrouve donc les différents coups classiques du tennis, slice, lob, lift, tous assignés à un bouton. En fait, ce qui fait la différence entre les joueurs, c'est leur sens du timing et de l'anticipation. La moindre erreur de placement et on perd toute chance de remporter le point. Comme d'habitude, malgré son côté arcade, Virtua Tennis ne tolère que peu d'erreurs.
Une fois débordé, il y a très peu de chances que l'on puisse revenir dans l'échange et remporter le point. 15. Parmi les petites nouveautés, Sumo Digital a choisi de supprimer les fameux plongeons qui ponctuaient certaines courses de nos tennismen virtuels. Un indicateur qui permettait de savoir que l'on avait totalement perdu pied dans l'échange. Les plongeons ont donc été remplacés par une simple glissade, plus sobre mais toujours aussi pénalisante. On a également droit à une nouvelle vue au ras du sol parfaitement jouable. Mine de rien, c'est un plus non négligeable. Cela permet de sentir que l'on est bien acteur de ces matchs, contrairement à la vue de haut qui impose une certaine distance entre les événements et le joueur. Plus globalement, les animations ont toutes été retravaillées. Des étapes intermédiaires ont été rajoutées pour que l'on distingue dorénavant les moindres détails de chacun des mouvements de son joueur. On a incontestablement franchi un cap depuis VT3 de ce côté-là. Mais ce cap est purement esthétique. On s'explique. Si les animations sont plus détaillées, elles ont aussi pour conséquence de faire perdre au jeu une partie de son dynamisme et donc tout simplement du fun qu'il procurait auparavant. Le joueur ressent beaucoup moins la puissance de chacun de ses coups, et les échanges ont tendance à s'éterniser, et ce, malgré le fait que les déplacements des tennismen aient été accélérés. Pour ne rien arranger à l'histoire, on n'a pratiquement aucun feedback sonore permettant d'avoir une indication sur la puissance de son coup. Un détail certes, mais qui dénote une nouvelle fois le manque de finition du jeu. On entend déjà certains penser « Wow, ils sont sévères avec Virtua Tennis 2009 chez No Life ». En vérité, il est vrai que le jeu n'est pas foncièrement mauvais. Certains aspects ont même gagné en finesse par rapport aux précédentes versions, comme les animations ou encore le contraste de l'image, qui a été retouché pour obtenir un rendu visuel moins agressif. Mais il faut bien prendre en compte qu'on ne peut pas décemment exiger la même chose d'un jeu de tennis classique et d'un nouvel épisode de Virtua Tennis. Tout simplement parce que la série possède un passé glorieux et que le label Virtua Tennis implique un certain degré de qualité. En cela, ce VT 2009 est une grosse déception. D'abord, le jeu ne dispose pas d'un affichage en 1080p, quelle que soit la version PS3 ou 360. On imagine aisément la déception de ceux qui pensaient pouvoir profiter de leur écran Full HD avec ce nouvel épisode. De toute manière, même en HD, le jeu est vraiment moche. Les textures sont pour la plupart hideuses, la modélisation des joueurs est complètement ratée, même les vignettes présentant les professionnels sous licence sont incroyablement laides. On n'avait vraiment pas vu ça depuis Pete Sampras Tennis en 1994 sur Game Gear. Et on peut se demander comment les joueurs ont pu donner leur accord. Si on compare attentivement VT 2009 et VT3, d'autres détails sautent également aux yeux, ou aux oreilles pour le coup. Les bruitages sont en effet beaucoup moins soignés dans ce nouvel épisode. C'est le cas également de certains effets spéciaux qui ont tout simplement disparu, à l'image des variations de luminosité sur le terrain en fonction du côté où l'on se trouve. Les animations, bien que plus détaillées, ont aussi fait perdre au jeu de sa spontanéité. Même l'interface est moins agréable dans cet épisode. Virtua Tennis 2009 est le premier volet de la série à opérer un grand retour en arrière et ce n'est pas un hasard. Bien entendu, cette critique n'a pas pour but d'accabler Sumo Digital, qui a par le passé démontré son savoir-faire sur le portage d'Outrun 2 par exemple. Mais le résultat est là, sous nos yeux. On espère maintenant que cet épisode n'est qu'une fausse note au milieu d'une partition jusqu'ici parfaitement maîtrisée par Sega. Hé, c'est toujours le cul de Monsieur Pomme de Terre qui vous parle, et maintenant c'est Pixar. Ha ha ha. Vous l'avez compris, une fois sur deux, Pixar suit l'actualité. On parle donc de jeux fraîchement sortis, souvent adaptés de licences récentes. Et dans le monde de la japanime et du manga, l'œuvre du moment, celle qui déchaîne les passions et engendre un nombre de critiques invraisemblables, c'est Naruto. Après l'excellent Naruto Ultimate Ninja Storm sur PlayStation 3, CyberConnect 2 et Namco Bandai Games reviennent à la charge en Europe avec un nouvel épisode sur PS2. Comme d'habitude, notre continent a un train de retard et on accueille donc ce mois-ci Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4, sorti il y a plus de 2 ans au Japon. Ce volet, s'il n'intéressera pas la plupart des joueurs, risque bien de séduire les fans de la série. Pour une fois, et depuis le temps qu'on s'en plaignait, le jeu propose en effet des personnages issus de la partie Shippuden, la plus récente de l'histoire du ninja blanc. Pour notre plus grand plaisir, on retrouve donc la version adulte de Naruto, Sakura, Gaara et toute la bande habituelle de Konoha et de ses environs. Mais on a surtout le droit d'incarner les membres du clan Akatsuki comme Kisame, Itachi, Deidara ou encore Sasori. En tout, le jeu ne propose pas moins de 52 personnages, dont seulement un petit tiers proviennent de la saga Shippuden.
Pour le reste, on retrouve l'ensemble des protagonistes de la première saison. Le seul regret quant au cast, c'est l'absence de certains membres du clan Akatsuki dont on connaît l'existence aujourd'hui, comme Hidan ou Kakazu. Mais c'est somme toute assez logique au regard de la date de sortie initiale du jeu de Namco. Nul doute également que les fans seront comblés par la présence d'un mode histoire proposant un scénario inédit, prenant place entre la première et la deuxième saison. Il vient s'ajouter un autre mode permettant de revivre les premières aventures de Naruto. Le joueur y incarne le héros pendant les années d'entraînement imposées par Jiraiya. Si d'un point de vue purement ludique, le résultat est très discutable, le fait de pouvoir vivre cette période constitue un argument de poids pour convaincre les fans. CyberConnect 2 a en plus évité l'écueil dans lequel était tombée la série de Tommy avec son dernier épisode sur Wii. L'aventure créée pour l'occasion tient en effet la route, même si se balader dans de vastes environnements ouverts se révèle bien souvent ennuyeux, la faute à l'absence totale de vie dans ces décors. Les combats, mous au possible, risquent aussi de surprendre les joueurs, car ces derniers tranchent avec l'habituel dynamisme des affrontements dans la série. Notez que cette mollesse ne se retrouve que dans le mode histoire, le reste du jeu disposant de bastons énergie. Le petit côté RPG colle lui parfaitement au scénario, qui voit Naruto gagner progressivement en puissance au cours de l'aventure. L'univers graphique et sonore est également très cohérent, aussi bien dans ce mode que dans l'ensemble du jeu. Lors des combats, on retrouve en effet ce petit côté BD totalement assumé avec des onomatopées apparaissant lors de chaque coup donné. Quant aux animations, elles sont très soignées, notamment lors des furies. Enfin, le chara-design et l'ensemble des tableaux sont très fidèles à l'univers de la série. On sent que CyberConnect 2 maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Comme à chaque fois avec le studio japonais, les voix originales sont en plus présentes dès le début du jeu. Un gage de qualité pour les fans de la série qui ressortiront à coup sûr leur PS2 pour ce nouveau jeu tiré de l'œuvre de Kishimoto Masashi. En revanche, pour le commun des mortels, cet épisode ne vaut pas le coup. D'abord parce qu'il est très similaire d'un point de vue gameplay au reste de la série, ensuite parce que le dernier épisode développé par CyberConnect 2 sur PS3 est vraiment excellent à tous les niveaux. Quitte à prendre un jeu Naruto, autant prendre le meilleur. Et tout de suite, nous allons voir les sorties animées en espérant qu'il y ait au moins un animé de cul. Depuis l'année dernière, sous l'égide de AB Video, deux animés parmi les plus cultes de l'époque Club Dorothée font leur comeback. Il s'agit de Dragon Ball et Saint Seiya. Et il serait bien malheureux de s'en plaindre, puisque ces rééditions proposent pour la première fois en France des intégrales en version non censurée et avec la VO sous-titrée. Monument du shonen gorgé de Nekketsu, la série télé Saint Seiya est d'ores et déjà disponible sous forme de 5 beaux coffrets. C'est aujourd'hui au tour des films éponymes de faire leur entrée. Malheureusement, ces derniers n'ont pas fait l'objet d'une quelconque version collector. C'est donc dans un simple DVD à la jaquette minimaliste que l'on trouve ces 4 longs métrages sortis originellement dans les salles obscures nippones de 1987 à 1989. On remarquera d'ailleurs l'absence du 5e et dernier film de la série, Tenkaihen Jouso Overture, diffusé en 2004. Comme la majeure partie des films adaptant des séries TV shonen, la narration de ces animés se résume le plus souvent à une succession de combats épiques, le tout nappé d'une immense couche de fanservice. D'un titre à l'autre, on retrouve ainsi des passages récurrents et prévisibles au possible. Le frêle Shun par exemple sera à coup sûr sauvé in extremis de la mort par Iki, tandis que l'increvable Seiya finira invariablement par revêtir l'armure d'or du Sagittaire afin d'oxyre le dernier boss d'une flèche vengeresse. その魂はこのアベルのコスモの導きによって死の国よりエリュシオ世に言う極楽浄土において永遠に生きるだろうその気高く美しいままにオーロラエクステーションエクスカリバーシャイニングヘルクロートゥアSeule l'histoire du film, Les Guerriers d'Abel, tend à sortir du lot. C'est aussi le long métrage qui bénéficie de la réalisation la plus soignée.
Des scénarios pas vraiment transcendants, une esthétique juste un poil supérieure aux épisodes télé, ces films s'adressent surtout aux fans nouveaux ou nostalgiques de Saint Seiya, ceux-là même qui ne renieront jamais leur amour pour le dessin androgyne de Araki Shingo et la bande originale envoûtante de Yokoyama Seiji. La VO comme la VF reprend les mêmes comédiens que ceux de la série télé de l'époque. Débordant de fougue, Furuya Toru est la voix japonaise indissociable de Seiya quand il lance son Pegasus Ryuseiken. En français, c'est Éric Legrand, voix omniprésente dans les animés du Club Dorothée, qui interprète Seiya. Et mine de rien, le timbre de voix du français s'avère assez proche de celui de la VO, contrairement aux voix de Shiryu ou Hyoga, qui, elles, ne tiennent en rien la comparaison. Par les météores de Pégase! La petite démonstration est terminée? Oh. Parfait, laisse-moi te montrer ce que je sais faire. Oh. Que les flèches de la mort te transpercent! C'est impossible, comment peut-il tirer autant de flèches en même temps? Celle-ci, ce n'est pas une illusion. Je ne vais pas me laisser tirer comme un lapin. Et comme la meilleure défense, c'est l'attaque, en avant! Par les météores de Pégase! Eh bien, c'était un grand plaisir de vous présenter tout ça et Monsieur Pomme de Terre me donne rarement la parole et j'en profite pour lui adresser un petit message. Il est temps d'y aller, on y va, maintenant. Tu sais où. Silver snow, she afraid.